Moi, j'ai décidé de faire... En fait, je crois que j'ai pris la décision de faire des films quand j'avais 18 ans, donc au sortir de l'adolescence. Donc c'est le moment, l'adolescence, c'est le moment où on se pose un certain nombre de questions. Quand tu arrives à l'âge de 18 ans, on sort du lycée, on a le baccalauréat, on réfléchit un peu sur son avenir, sur l'orientation qu'on veut prendre. Et moi, je me souviens, j'étais dans une salle de cinéma, parce que j'ai jamais été un grand cinéphile, hein. C'est-à-dire que j'allais très régulièrement au cinéma. Ma mère, par exemple, adorait le cinéma, elle avait toujours son cahier de lecture de cinéma, elle faisait ses fiches cinéma des films qu'elle avait vus, etc. Donc l'élément était présent, mais personne dans ma famille n'avait un lien avec l'activité artistique ou avec le monde du cinéma. C'est plutôt un milieu modeste en France. Et quand j'ai eu 18 ans, je me souviens, j'étais au cinéma devant un film de Bergman. Et c'est là où ça m'a apparu clairement. Je me suis dit, je vais faire des films. Parce qu'en gros, les films que j'avais envie de faire, j'en avais une idée assez claire quand j'avais 18 ans, pardon. J'avais des idées assez arrêtées dès le départ. C'est-à-dire, par exemple, je voulais voir des films qui travaillent sur des sujets dits politiques, par exemple, mais pas forcément traités de façon politique, hein, parce qu'après, qu'est-ce que c'est un film militant, qu'est-ce que c'est le cinéma politique, enfin, c'est très très vaste, hein. Un film, quel qu'il soit, est toujours traversé d'idées, de représentations politiques, etc., même ceux qui s'en défendent. Donc, dans tous les cas, j'avais envie de faire des films qui s'emparent d'un certain nombre de réalités qui ne me semblaient pas traitées dans le cinéma, en tout cas le cinéma français. Moi, par exemple, je viens d'un milieu plutôt modeste, ce qu'on appelle les grandes banlieues, à la périphérie des villes. Bon, il y a très peu de films en France qui ont été faits sur les banlieues. Il y a très peu de films qui ont été faits sur la colonisation, sur la décolonisation, sur ce genre de sujets comme ça, qui sont des sujets extrêmement brûlants encore aujourd'hui, un peu tabous. Et c'est des questions, moi, qui m'intéressaient énormément. Donc, je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas ce genre de film représenté au cinéma. Et j'en ressentais la cruelle absence d'une certaine façon. Et donc, l'absolue nécessité de faire des films. D'autant que c'est des films qui, s'inscrivaient un peu dans mon horizon d'attente. Je pense qu'on fait des films, de toute façon, qu'on a envie de voir, qui me paraissent importants, qu'on a envie de voir surtout. Voilà. Et pendant tout ce laps de temps-là, comme ça, voilà, j'essayais de réfléchir un peu. Tiens, moi, si je devais faire un film, comment est-ce que j'essaie de représenter ça? Bon. J'ai vu des films, et puis donc j'ai travaillé sur un ensemble un peu vaste sur lequel je travaille maintenant depuis 2006, qui est donc un film consacré aux politiques migratoires et aux mobilisations sociales, donc Il repose un vol est un premier opus. Et puis en parallèle, j'ai fait les autres films, des courts-métrages, Impossible, qui m'ont permis d'expérimenter des choses qui sont ensuite retrouvées dans Il repose un vol. En fait, je voulais, comme je l'avais dit, il y a un certain nombre de sujets moi, sur lesquels je pense depuis très très longtemps. Par exemple, les banlieues, un jour je ferai un film sur les banlieues, le monde ouvrier, le monde du travail, des choses comme ça, c'est des questions qui m'intéressent. Alors il se trouve que la question migratoire, je l'avais abordée il y a à peu près... la question migratoire, la question des sans-papiers, entre guillemets, je l'avais abordée sous un autre angle en 95-96 parce que j'avais des amis qui étaient sans-papiers. Donc je me suis retrouvé vraiment confronté à cette problématique-là. Et il se trouve qu'il y a eu un blocus en France, il y a eu une espèce de blackout en France pendant 10 ans sur la question des sans-papiers. On en a beaucoup parlé en 95, pas du tout. Et ensuite il y a eu une espèce de blackout pendant 10 ans, jusqu'en 2005 à peu près. 2006, pardon. Et moi quand je me suis dit je vais commencer mon travail, je me suis dit je vais commencer par la question migratoire. D'abord parce que c'est une question qui avait été occultée, qui me semblait extrêmement importante. C'est une question qui permet de lier d'autres problématiques aussi. Hein. La question migratoire, elle traverse l'ensemble de la société française, mais aussi des sociétés dans leur ensemble. Il n'y a pas un individu, en tout cas en France, il n'y a pas une famille qui n'a pas un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui n'est migré d'un lieu ou d'un autre, que ce soit d'un village à un autre, d'une ville à l'autre ou d'un pays à un autre, comme ça. Et ça me semble intéressant de démarrer mon activité cinématographique à partir de ce sujet-là. Voilà, donc j'ai démarré comme ça, parce qu'il y avait des préoccupations comme ça un peu immédiates, des gens que j'ai connus, la question migratoire à laquelle j'étais confronté comme ça assez au quotidien par des amis, et surtout des représentations qui étaient de plus en plus véhiculées dans les médias sur les migrants qui ne me semblaient absolument pas justes, extrêmement dangereuses, qui tendaient à criminaliser comme ça les migrants, etc., les sans-papiers.
Et ça me semblait important, puisque cette question était complètement évacuée du traitement médiatique, en tous les cas de fond, de commencer mon travail à partir de ces questions-là. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc depuis, c'est vrai que la question, maintenant il y a énormément de films sur l'immigration qui est faite, hein, c'est une espèce de... Puisque la question migratoire est vraiment en France, hein, notamment, est vraiment réapparue dans l'espace public en 2006. Même si elle a toujours été présente dans les politiques publiques, hein, mais elle est vraiment réapparue dans l'espace public en 2006. Donc depuis, il y a énormément de films qui ont été faits. Pour autant, les films ne me conviennent pas. Et moi, j'essaie de travailler de faire un travail de fond, comme ça. Donc je résiste un peu, souvent on me dit « Ah oui, mais ça a déjà été fait ». Donc peu importe. Moi, je vais au bout d'une idée, j'essaie de travailler plus en profondeur, en consacrant le temps qu'il faut à travailler cette question. Et voilà. Donc là, maintenant, ça fait 6 ans. Par exemple, Qui le repose dans la révolte, c'est un film... cet ensemble, comme ça, s'ouvre par un film inaugural qui est Qui le repose dans la révolte, dont l'action se passe à Calais. Bon, bah, Calais, cette zone de transit au nord de la France. Bon, bah, Calais, il y a déjà... Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Calais, il y avait déjà eu 4-5 films de fait. Et on me disait tout le jour, non, votre projet est intéressant, mais bon, Calais, ça a déjà été traité au cinéma. Il y a déjà des documentaires qui ont été faits. Ça n'a plus aucune pertinence. Il n'y a plus aucune pertinence de travailler là-dessus. Donc il faut savoir résister parfois aussi aux effets de mode, à ce type de représentation-là aussi, pour suivre son idée et essayer d'attester des réalités telles qu'on essaye, de la façon telle qu'on le ressent, telle on croit les percevoir, et ce de la façon la plus juste, possible. اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو. ما، خورشید، گل، بازی. تو حالا اسم چند تا چیز زشت بگو. دست، قاس. یه جمله بنویس که کلمه خونه‌تون باشه. Lo que estamos viendo son los últimos planos de una de las grandes películas secretas de la historia del cine, La casa está oscura de Farrokhzad. Probablemente la película que dio el puntapié inicial a lo que fue la nueva ola iraní, si se puede hablar de una nueva ola iraní. Pero es una de las películas claves para entender las distancias y los modos de acercarse a la vida de los otros. Si hay algo, si hay una figura de la otredad absoluta, sin lugar a dudas, una de ellas es el leproso. Y en esta comunidad de leprosos donde esta película se sitúa, Farrokhzad encuentra el modo exacto de cómo filmarlos, sin compasión, sin estigmatizarlos, sino simplemente poniéndolos frente a cámara y simplemente a su vez dándole el estatuto de sujetos. Existen, viven. Cuando se representa la vida de los inmigrantes, muchas veces se los mira con gran compasión o se los estigmatiza. Son dos modos falsos, probablemente, de acercarse a esa figura. Por eso una película como la de Sylvian George nos importa, porque son películas que no mienten al respecto, y ese inmigrante y ese nómade del desaliento y del desamparo es un sujeto, pero es un sujeto político. Nos esperamos la semana que viene en nuestro programa, El Cinematógrafo, el cine en la tele. Jueves 30, la era del rap, toma 3. En el siguiente bloque no te puedes perder una entrevista, no me gustó. Pero me lo puedo sacar. No nos queda.